bienvenue. Merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire de Presse Éco. Presse Éco, c'est la tribune donc hebdomadaire qui vous permet de suivre les commentaires, les analyses et les débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec nos chroniqueurs qui sont toujours là pour décrypter l'actualité. Aujourd'hui, nous allons évoquer des sujets aussi au plan national. On va parler de cette affaire de Yirgou et de Nafona, dont on a un peu quelques éléments sur la suite des dossiers avec la sortie du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, second sujet, ce sera la crise toujours sécuritaire au plan national, mais surtout au Sahel et au centre-nord. Nous allons donc évoquer ce sujet-là. Et puis, troisième sujet, il s'agira des grèves dans l'administration publique, notamment la grève donc, des administrations civiles, qui est une grève suffisamment dure. Nous allons donc évoquer ce sujet. Et puis, au plan international africain, c'est la Mauritanie, où l'opposition rejette donc le résultat de la présidentielle d'ailleurs qui a marqué une alternance dans ce pays. Pour évoquer ce sujet-là, je suis avec Joachim Vokouma. Joachim Vokouma est directeur de publication de Kasseto.net, qui est un journal en ligne. Merci Vokouma d'être sur ce plateau. À ma gauche, Lengani Issaka. Lengani Issaka est journaliste, directeur de publication de L'Opinion. Merci Lengani Issaka d'être sur ce plateau. Et puis juste à côté, Évariste Konsembo. Évariste Faustin Konsembo, chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et premier porte-parole du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, André-Eugène Ilboudo. André-Eugène Ilboudo est donc directeur de la radio des écoles. Merci à tous d'être sur ce plateau. On va débuter avec un sujet qui a quand même aussi fait débat. Il s'agit donc de cette dépouille donc, de l'ancien président de Askouroum, Benoît Kambo, donc, qui est décédé à son poste dans une chancellerie du Burkina. Alors, on nous dit que le corps a été refoulé parce que dans le circuit qui devait être fait, il devait passer aux affaires étrangères, au Askouroum, donc pour les adieux de ses anciens collaborateurs parce qu'il fut le président. Alors, mais il se trouve que cette étape-là n'a pas eu lieu et on dit que le Askouroum, en tout cas les membres ont gardé dents contre l'ancien président et n'ont pas voulu accepter le corps ou en tout cas cette étape-là. On n'en sait pas trop grand, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors certains ont crié tout de suite à l'africanité, certains ont crié aux valeurs morales de ne pas... en tout cas, ils ne comprennent pas pourquoi on peut refouler un cadavre, si tel est le cas. Alors, je vous laisse la parole. Évariste Konsembo. Non, en fait, ce sujet m'embête beaucoup parce que, par principe, je suis contre qu'on fasse ce genre de cérémonie ou de rituel. Parce que, tout au plus, si c'est une personnalité, on peut identifier un endroit public. Ça peut être la maison du peuple ou autre, où on reçoit donc la dépouille et les gens vont s'incliner. Maintenant, c'est vrai qu'au Burkina, on a l'impression qu'il y a des pratiques, certaines pratiques qui ont tendance à se développer pour... Ça, c'est le culte de la personne. Moi, je suis contre ça. Est-ce qu'il n'y a pas le protocole d'État? Bon, mais franchement, j'avoue que je tombe vraiment des nues parce que, bon, et en plus, je trouve que pour même la mémoire même du disparu, ce genre de, comment dirais-je, d'incident, ça pose problème. Donc, ça, ce qui est sûr, c'est un ambassadeur. Donc, il relevait donc des affaires étrangères. Maintenant, comment est-ce que la prise en charge des événements, en fait, ont été organisés? Ça, c'est sûr qu'il faut regarder du côté donc, des affaires étrangères. Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment refoulement donc, du corps de la dépouille ou pas? En tout cas, du côté du Askouroum, ce n'est pas trop ce qu'on dit. On estime que c'est une étape qui n'avait plus la peine d'être là parce qu'il y avait eu déjà d'autres rencontres ailleurs, dans la famille, etc. Donc, ça ne servait pas. Mais il reste que c'est le protocole qui quand même avait fixé cette étape-là. J'avoue que je n'avais pas cette information selon laquelle le corps aurait été refoulé du Askouroum. Bon, si c'est le cas, j'en ai certainement une raison, mais je suis comme Évariste. Si une personnalité décède, qui a une dimension nationale ou internationale, on peut choisir un endroit où le peuple va aller lui rendre hommage. S'il s'agit d'une personnalité qui a marqué son département, comme par exemple des affaires étrangères pour son cas, j'ai vu le ministre Ababari qui l'a décoré. Je pense que l'hommage devait se faire sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. Maintenant, s'il y a d'autres institutions dans lesquelles il a travaillé, peuvent venir là-bas
Et puis, rendre hommage. On ne peut pas faire tout un circuit comme ça, comme si on cherchait à ce qui désigne qui est le coupable de sa mort, comme on l'en voit dans d'autres pays. Mais c'est assez ridicule. Moi, je pense qu'il faut simplifier les choses. Pourtant, ce qui a été par M6, cela est vrai, avéré. Est-ce que c'est ça, acceptable qu'on refoule le corps de quelqu'un? Parce qu'au préalable, il y a eu on sait que Binoc Kambou a démissionné du Ashkroun suite à des problèmes internes avec le reste des conseillers. Voilà, c'est pour cela que je suis un peu embêté aussi, parce que je ne sais pas si l'information est vraie, mais c'est vrai qu'il a été obligé de démissionner suite à l'affront de ses collaborateurs qui estimaient qu'il n'avait pas le leadership nécessaire pour conduire le Ashkroun à bon port. Puis il avait été nommé ambassadeur au Tchad, et suite à des ennuis, il est revenu. C'est au Burkina qu'il est décédé, il n'est pas décédé au Tchad. Donc c'est à Ouaga qu'il est décédé. Et bon, j'ai vu des hommages qui lui avaient été rendus, mais j'ignorais qu'il y a eu un quiproquo au sujet du circuit de la dépouille. André Genilboudo, on dit que le Ashkroun, c'est la structure qui prône la réconciliation nationale. Alors on se dit, dans le public aujourd'hui, on dit, mais des gens qui disent réconciliation aux autres, qui disent non, il faut laisser tomber donc vos rancœurs, vos douleurs, etc. C'est eux-mêmes qui n'arrivent pas à se surpasser et au point de refouler leur ancien président avec qui ils ont eu maille à partie. Est-ce que d'abord c'est vrai que ça a été fait ainsi? Non, je vais parler. D'accord. Nous sommes des gens qui travaillons sur les faits. La rumeur, nous ne sommes pas un organe de rumeur. Nous travaillons sur les faits, les commentaires sont libres, mais les faits sont sacrés. À l'annonce du décès du professeur Kambou, les gens du Ashkroun se sont rendus à son domicile. Le protocole d'État a fait une série d'hommages dans son domicile. Le Ashkroun, en tant qu'institution de la République, est allé, selon le protocole, rendre hommage au professeur Kambou à son domicile. Ça, ce sont les faits. Certains membres du Ashkroun sont allés à son domicile pour la levée du corps. Certains membres sont allés aux affaires étrangères pour lui rendre hommage. Et certains membres du Ashkroun sont allés à l'université. Voici les faits que l'on peut vérifier. Il y a des images, il y a des gens qui peuvent témoigner. Ce que nous avons lu dans la lettre pour l'AI, n'oubliez pas que cette information a été écrite par Tipoko, qui est une intrigante et qui fonctionne par intuition. Et un non-être. Et dont l'intuition, souvent, à 90%, peut être juste. Mais les 10% peuvent être fausses. Oui, mais ici, avant qu'on avance, fait pour fait, est-ce que le protocole d'État n'avait pas publié que le corps devrait faire l'étape de Ashkroun? Oui ou non? Est-ce que le corps est parti au Ashkroun, oui ou non? Personnellement, j'ai vu 3 séries de propositions de protocole. J'ai vu 3 séries qui sont contradictoires les unes les autres. Ce que moi je voulais vous dire, moi j'analyse les faits. Ce que je vais dire, il faut laisser cette affaire-là simplement dans les 10% de l'intuition de Timpoko l'intrigant qui peut se révéler être fausse. Et souhaiter seulement que le professeur Kambou repose en paix. Si je vous dis que les faits, les membres du Ashkroun se sont rendus à son domicile, ont suivi le protocole établi par l'État, le protocole d'État, sont allés à sa levée du corps, sont allés aux affaires étrangères, sont allés à l'université, allez chercher l'erreur. Mais pourquoi ils ne sont pas allés, le corps n'est pas allé à Ashkroun? Alors qu'il y a une série... Je vous dis qu'il y a eu 3 séries de protocoles qui ont été faits. Pourquoi à Ashkroun, on a tenu compte de 2 séries et de nous dans la 3e série? Bon, moi j'ai dit, le professeur Kambou, je pense qu'il doit laisser le dormir en paix. Et puis c'est très simple. Alors, Lengani, ça c'est vrai. Surtout qu'il n'est même pas là, j'ajoute, surtout que si l'on parle, etc., de son corps, il n'est pas là pour répondre à certaines choses que l'on va dire. Donc moi je pense que ce que le professeur Kambou souhaite simplement, c'est dormir en paix. Lengani, il s'est rassuré cette affaire. Bon, moi, je trouve que c'est un problème de communication. Un problème de communication. Il y a même une question de précaution. Une question d'éthique, de mon point de vue. Il faut que le protocole soit plus responsable et arrête quelque chose qui va être valable pour tout le monde, pour toutes les autorités d'un certain rang, etc. Bon, sinon, sortir trois fiches de protocole, finalement, on se perd dedans. Et Tipoko n'est pas responsable de ces fiches-là. Donc, elle est tout à fait dans son droit de dire qu'il y a eu... Tipoko a bien intrigué. Elle a bien intrigué, elle a donc bien su. Mais je voudrais dire qu'il faut faire attention à ce type de manifestation vis-à-vis de nos défunts. Est-ce à dire, par exemple, que si monsieur avait été
ambassadeur en Chine, on allait envoyer son corps en Chine avant de revenir ici, à l'ambassade en Chine, avant de venir ici, etc. Bon, donc, je crois qu'il faut adopter un principe qui est clair. S'il faut rendre hommage, on choisit un lieu précis pour les autorités d'un certain rang. Soit c'est au dernier poste occupé, soit c'est là où on a... Bon, je ne sais pas, mais un lieu fixe où tout le monde passe et puis c'est bon. Alors donc, on rend hommage. Oui, Encore même qu'il y a des autorités qui, à leur décès, ne souhaitent pas ce genre de cérémonial. On a vu le cas de De Gaulle en France. Hein. Donc, je pense qu'il y a... Bon, je sais pas, il faut réfléchir sur ce genre de pratiques, quoi, en fait. Merci. On va donc évoluer. Peut-être que le HCOUL va nous produire un communiqué pour être plus précis sur cette affaire. Dans tous les cas, il y a eu 3 séries de communication de protocoles. Et parmi ces séries, en tout cas, il y avait un passage au HCOUL. Et le HCOUL étant la structure qui fait la réconciliation, ça a été mal compris par l'opinion que le corps ait été refoulé. Non, moi je pense qu'il faudrait simplement admettre que le HCOUL, quel que soit ce que l'on puisse en dire, a un programme qu'il déroule et qu'il essaie que les Burkinabés se réconcilient avec eux-mêmes. Mais vous savez que le problème des Burkinabés, c'est qu'il y a beaucoup même qui ne veulent même pas entendre parler de réconciliation. Merci. Mais ça, c'est autre chose. Ça, on continue avec notre second sujet, c'est donc ces affaires Yirgou et Nafona. On a parlé la semaine dernière de Yirgou ici. On ne comprenait pas pourquoi il y avait blocage. Pour certains, donc, c'était des mains invisibles politiques qui piétinaient, qui mettaient le pied à fond sur les freins et que les choses n'évoluaient pas. La justice étant donc elle-même prise prise donc dans cette situation. Alors, on a vu donc suite à son conseil, le Conseil supérieur de la magistrature a sorti un communiqué pour faire le bilan donc de sa session et à l'intérieur, on a eu comme une réponse à cette situation. Alors, je peux lire rapidement un extrait où il est dit que le Conseil a été incidemment informé des difficultés rencontrées par les procureurs compétents pour faire aboutir les interpellations par eux ordonnées. Bien entendu, il s'agit des affaires Yirgou et Nafona. Nafona, c'est à Banfora où 2 officiers de police judiciaire ont été donc assassinés. Et le CSM tient à leur adresser ses vifs encouragements pour les différents efforts consentis et insiste sur l'accompagnement nécessaire à tous les échelons pour que ces interpellations puissent être effectives. Alors, Vokouma, est-ce que le CSM est en train de jeter donc la balle sur les responsables de ces blocages, qui ne sont pas peut-être la justice, visiblement? Écoutez, bon, ça c'est des faits qui rappellent. Mais déjà, le procureur du Kaya, pour l'affaire de Yirgou, disait qu'il fallait prendre beaucoup de précautions pour interpeller, parce que ici nous avons tous dit que c'était inacceptable, incompréhensible, que des gens qui avaient témoigné devant les médias, à la télé, ce qui était répandu sur les radios, dans la presse écrite, pour raconter ce qu'ils ont commis, n'aient pas été interpellés tout de suite après les événements. Et le procureur avait expliqué que, du Kaya avait expliqué qu'il fallait prendre des précautions pour que l'interpellation de ces gens-là ne débouche pas encore sur des violences. Bon, là, on est à la limite entre le judiciaire et la politique, ou je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Parce que si la justice ne peut pas arrêter des gens qui ont eux-mêmes raconté comment ils ont commis les meurtres, parce que ça risque de créer d'autres incidents, mais que vont faire les parents des victimes? Alors, mais avant d'aller, pour être précis, oui, ce qu'on retire comme enseignement ou en tout cas information de ces propos du Conseil supérieur de la magistrature, c'est de dire que les procureurs ont plutôt ordonné des arrestations, des interpellations qui ne peuvent pas avoir lieu. Oui, mais de toute façon, c'est à la justice aussi de mettre les moyens pour que ces interpellations aient lieu. Je veux dire, qui va faire ça à sa place? Il y a une séparation du judiciaire et de l'exécutif. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Mais pour être pratique, si par exemple le procureur demande par exemple à la gendarmerie d'aller au commandant interpeller des gens, et que le commandant demande au ministre de la Défense, le ministre de la Défense lui dit écoute, il ne faut pas bouger, ça ce n'est plus du judiciaire. Mais, enfin, je ne sais pas si l'affaire est montée de cette manière. Mais de toute façon, tout ce qui est lié aux procédures judiciaires relève de la justice. Si des gens doivent être interpellés et qu'ils ne le sont pas,
nous, l'opinion regarde la justice. On ne va pas dire que c'est le ministre ou c'est le président. Bon, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Ou bien, on rétablit le lien entre le parquet et l'exécutif. À ce moment-là, nous, on sait exactement qui est responsable. On va indexer le ministre de la Justice. Alors, André Genoublou, tu n'es pas d'accord avec ce que dit. Moi, je pense qu'il faut être clair et très net. Quand la justice ordonne l'arrestation de quelqu'un, la justice fait recours à la puissance publique, qui symbolisée par les forces de défense et de sécurité, notamment la police ou la gendarmerie. En principe, dans un État fort, même si on doit mettre le dernier des soldats pour exécuter un ordre qui a été ordonné par la justice, même si on doit mettre toute l'armée là, ce que la justice demande de faire là doit être fait. Et si la justice n'arrive pas à obtenir les moyens pour exécuter ce qu'elle demande de faire, ça ne dépend pas de la justice. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que notre État dise, comme dans certains pays en ce qui concerne la santé. Par exemple, si vous allez à New York et que vous êtes malade, la commune de New York dit, même si elle doit dépenser tout son budget pour vous soigner, vous ne mourrez pas parce que vous n'avez pas eu des soins. Je pense que dans notre État, il faut faire en sorte que si la justice ordonne l'arrestation de quelqu'un, quels sont les moyens nécessaires pour exécuter ce qu'elle a dit de faire. Et là, si la gendarmerie ou bien la police refuse de démarrer, ça ne revient pas, la faute ne revient pas à la justice. Je crois que la justice a ses propres torts et a ses propres éléments sur lesquels il faut lui demander d'accélérer, mais il y a certains faits qui ne relèvent pas de la justice. Si elle demande, normalement, en principe, selon ce qu'on a compris un petit peu du droit, c'est que le procureur, c'est lui qui tient la puissance publique concernant la justice. Et quand le procureur demande aux forces de l'ordre d'aller exécuter quelque chose, ça ne s'ouvre pas de débat. D'accord. Alors, Évariste Konsebo, on est dans une situation où chacun se tire la couverture sur son lit. Bon, la justice, là, à travers donc, le CSM, donc l'instance quand même supérieure, on va dire, suprême donc, de la magistrature, qui dit des procureurs émettent donc des ordres d'interpellation qui ne sont pas exécutés. Non, j'ai suivi un peu les uns les autres, mais sauf que dans ce cas d'espèce, ça veut que moi, je m'attendais un peu à quand même quelque chose, un message assez fort, surtout du CSM qui a quand même les moyens d'exiger. Parce que quand on encourage et puis on insiste, bon, ça veut dire par rapport donc aux événements, c'est grave. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Dans des pays où, c'est-à-dire comme l'organisation de la police judiciaire relève carrément de la justice, oui, parce que ici, on se retrouve dans une situation où vous avez quoi? C'est compliqué. Il y a la police qui relève encore des autorités policières, il y a la gendarmerie qui relève carrément de l'armée. Un procureur a beau demander à un policier ou un gendarme, il va se référer à sa hiérarchie. C'est pour cela qu'on a dit d'opérationnaliser la réforme. Il y a une réforme qui, je pense, ça doit être dans les tiroirs. Moi, j'aurais salué si, par exemple, le CSM avait tapé du poing sur la table pour demander qu'on sorte cette réforme et qu'on l'applique. Là, ça allait donner un moyen. Parce que là, maintenant, les policiers, les gendarmes qui relèveraient donc de la police judiciaire allaient être notés par les magistrats. Et en ce moment, ils vont obéir quand on dit. Mais là, c'est très compliqué. On se retrouve dans une situation qui arrange aussi parfois l'exécutif. Hein, parce que, bon, parfois, il y a des décisions de justice que l'exécutif ne veut pas voir être exécutées. Parce que là, nous sommes carrément dans une situation d'exécution des décisions judiciaires. Et comme vous dites, c'est la puissance publique. Mais l'organisation actuelle fait que les magistrats n'ont pas les moyens. Mais le CSM peut donc exiger, a les moyens d'exiger donc ces moyens-là. Par exemple, qu'est-ce que le CSM peut faire? Parce Non, qu'apparemment, il faut mettre en place. quand on dit le CSM insiste sur l'accompagnement nécessaire à tous les échelons. Oui, mais je trouve que c'est trop léger apparemment, par le rapport... CSM lui-même n'a pas les moyens. Non, s'ils font des grèves, si les magistrats... Ils plaident pour que ça se fasse. Si les magistrats bloquent l'appareil judiciaire pour exiger les moyens pour qu'on exécute, vous allez voir que ça va suivre. Hein. Parce qu'il y a déjà le projet. Hein. Le projet est déjà là, hein, de créer un corps de la police judiciaire. C'est déjà là. Il y a des pays. Non, là maintenant, c'est parce qu'ils n'ont pas les outils. Vous comprenez très bien que quand un procureur demande à un policier, par exemple, de faire des enquêtes et que celui-ci se réfère à sa hiérarchie, bon, vous voyez. Alors, Lengani, on a eu la semaine dernière la marche donc, des femmes du collectif qui ont exigé qu'il y ait justice. Alors, est-ce que c'est peut-être cela qui a envoyé le CSM à se débarrasser d'une affaire qui peut ternir l'image de la justice ou qui, en tout cas, qui compromettrait l'image de la justice? Je crois que forcément, il doit y avoir un lien entre les deux. Mais je voudrais d'abord insister sur
moi, ce qui m'énerve dans cette affaire du CSM, comme l'a dit Évariste, nous savons quand même ce qui s'est passé à Yirgou. C'est virtuel, potentiellement un crime contre l'humanité. L'institution suprême de la justice dit qu'elle a été incidemment informée. Ça veut dire quoi? Incidemment. Ça veut dire au détour des pas perdus des travaux, on a entendu dire qu'il y a eu quelque chose à Yirgou. Ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, je dis. Alors, donc, qui n'a pas fait son... Est-ce que les procureurs qui n'ont pas saisi le CSM de façon s'il vous plaît, formelle? Laissez-moi continuer. Et je suis tout à fait d'accord avec Évariste lorsqu'il dit que vraiment les thèmes sont très légers. Très légers. Et le CSM aurait dû, de mon point de vue, interpeller l'exécutif sur le fait qu'il y a des magistrats qui ont donné des ordres à exécuter, qui n'ont pas été exécutés, et réclamer des enquêtes. Qui a empêché la justice de se faire? On ne peut pas s'asseoir comme ça et puis dire « Alhamdulillah, c'est bon ». Non. Il y a des gens qui ont reçu des ordres à exécuter. Il y a des gens qui ont dit de ne pas exécuter. On doit connaître ces gens-là. Et la loi doit s'appliquer à eux. Je rappelle que ce qui s'est passé à Yirgou, ce n'est pas 2-3 personnes qui ont été zigouillées. Et comme on l'a dit, il y a des gens qui ont tapé les poitrines, dit que c'est eux qui ont fait. Quand le procureur de cas dit qu'il faut prendre des précautions, mais il appelle au secours. Il appelle l'État au secours. Et l'État est impuissant. L'État fait le mort. Je dis que, pour revenir au cas des femmes, je dis que, vraiment, elles sont dans leur bon droit. Et rendez-vous compte que ce qui se passe aujourd'hui à Yirgou, c'est que, après avoir tué les gens, on vole leur bétail, on vole leurs biens, on continue à menacer les survivants. C'est ça la réalité de Yirgou. Et si on ne fait pas attention, ça risque d'aller là où on ne veut pas aller. Et il faut que les gens sachent que ce n'est pas un petit crime entre burkinabé. Ça va avoir des retombées internationales. Ça, c'est certain. Donc, que chacun se protège dès aujourd'hui en prenant les décisions qu'il faut pour que la justice soit faite. On a deux situations ici qui peut-être symbolisent une sorte d'impuissance de la puissance publique, si je peux me répéter. À Yirgou, vous avez entre citoyens, donc catégorie des citoyens contre catégorie des citoyens, l'État qui ne peut pas donc ou qui n'arrive pas à agir. Mais de l'autre côté, vous avez des OPJ, donc qui sont ici les victimes et que l'État n'arrive pas non plus à agir. C'est paradoxal quand même. Oui, c'est paradoxal, mais quand on parle de deux catégories de citoyens, je pense qu'à Yirgou comme ailleurs, ce sont des citoyens du même niveau. Quand je dis catégorie, c'est qu'il y a un groupe contre un groupe. Disons groupe, pas des catégories. Quand on regarde, on a quand même eu le temps de suivre ce qui s'est passé. C'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire la caricature, même si ce n'est pas totalement faux, c'est de dire que c'est un groupe social qui s'est déchaîné sur un autre groupe. Mais quand on regarde même ailleurs, on se rend compte que parmi les victimes ou parmi les bourreaux, il y a des éléments mélangés. Donc ce n'est pas si complexe que ça, même si on sait que les victimes sont majoritairement peuls. Et d'ailleurs, que ce soit la manifestation qui avait été organisée à Ouaga ici, comme le samedi dernier devant le palais de justice, moi je suis tombé sur la manifestation comme ça et j'ai remarqué que le gros des manifestants c'était des peuples. En fait, je ne sais pas sur ce terrain-là que nous sommes en train d'aller, la caractéristique. Hein. Oui. Nous disons simplement que ici, ce n'est pas une force de l'État qui a commis. Ce sont les citoyens en eux qui ont donc commis les faits. Mais de l'autre côté, il y a une force de l'État qui a été victime. C'est ce que je vais simplement dire. Mais l'État est incapable, en réalité, de faire autorité quand bien même un élément des OPJ sont... Oui, on a déjà dit ça à plusieurs reprises sur ce plateau. L'État de droit, c'est cela. C'est-à-dire c'est la capacité de la puissance publique à réguler les conflits entre les citoyens, à rendre justice à ceux qui en ont été victimes et à condamner ceux qui en sont les auteurs. Parce que c'est une vertu, c'est une double vertu pédagogique. D'abord, on punit celui qui a enfreint la loi. Et deuxièmement, ça dissuade ceux qui seraient éventuellement tentés de commettre un tel acte. Mais si cela n'est pas fait, on crée l'impunité, on crée le désordre et finalement, on crée une société de justiciers. Ce n'est pas l'état de droit de justicier. Or, ce qui se passe évidemment actuellement, c'est que si on ne prend pas des mesures, on a déjà dit ça plusieurs fois ici, rapide. On est en train de créer, Lingani a raison,
On est en train de créer une société de justiciers qui va durer, je ne sais pas combien de temps, et qui va déstructurer l'ensemble de la société burkinabé. L'état de droit, c'est que tout le monde est au même niveau vis-à-vis de la loi. C'est ça l'état de droit. Quand on sort de l'état de nature, quand on sort de l'état animal, on rentre dans la société, dans l'état de droit, c'est parce qu'on a compris que seul le respect des règles communes permet de vivre ensemble. Ça, c'est la philosophie rousseauienne. Non, pas du tout. Pardon. C'est bien à dire, mais qui doit faire quoi? Parce que là, on est quand même... On a des gens qui sont commis à cette tâche. On a des juges qui sont commis à cette tâche. On a un procureur qui prend l'intérêt en charge, l'intérêt général, qui doit ouvrir une enquête, qui doit confier l'enquête à des juges, qui doit instruire à charge et à décharge et qui va mettre le dossier pour un procès. Mais il faut voir la chaîne. Si quelqu'un a failli sur le long de la chaîne, comme disait Lengani, il faut que la personne soit identifiée et punie. Sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que ce n'est pas le pouvoir politique aujourd'hui? Parce que le CMC ne l'a pas dit, mais est-ce que ce n'est pas le pouvoir politique? Parce que c'est l'exécution qui pose problème. Donc c'est donc l'exécutif qui pose problème. Moi, je peux. André Génie. Non, il y a deux choses qu'il faut rappeler. Dans les règles de droit, dans les sociétés de droit, on dit la force doit rester à la loi. Et dans ce cas, quand la justice demande de faire quelque chose, encore une fois, on doit permettre à ce que cela soit exécuté. Et c'est à l'État que revient ce que l'on dit la force légitime de faire respecter la loi. L'État peut avoir tort, mais en attendant, on va exécuter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur lequel on n'est pas à l'aise, c'est que vous avez des gens qui sont partis pour exécuter ce que l'État leur demande de faire. Et ils ont été tués. Je dis encore une fois, même le dernier centime de l'État là doit être dépensé pour dire que l'État n'accepte pas. C'est le cas de Nafona avec les deux policiers. Pour dire, l'État doit dépenser le dernier centime pour dire à ceux qui ont fait ça là, l'État n'accepte pas que des gens qu'ils ont commis pour faire quelque chose soient tués d'une manière impunie. Et ça ne doit pas rester impuni. Donc autant ceux qui ont commis et que l'État doit aller chercher à résoudre, l'État doit continuer à le faire, mais l'État doit protéger ceux qu'ils commettent à aller faire un travail. Et là-dessus, on a l'impression que les gens, leur décès va être passé par perte et profit. Et ça, on ne peut pas construire un État de droit si ceux qui sont commis à faire respecter la loi sont en insécurité. Pour rebondir Voukouma disait que dans un état de droit, c'est vrai que tout le monde devait être logé à la même enseigne, au même niveau, mais c'est très idéaliste, parce que même ici, concernant les affaires qui impliquaient les membres du gouvernement, qu'est-ce que Madame le procureur a dit? Qu'elle n'a pas de compétence. Par exemple, le cadre... Oui, mais bon, enfin, c'est pas... On dit que l'affaire est renvoyée devant donc, les politiques. Oui, mais c'est eux, ils vont... Je vais vous poser une question à tous. Alors, depuis, ça fait près de 6 mois, 7 mois, on traîne sur cette affaire. Les actes les plus infimes ne peuvent pas être posés, des procédures ne peuvent pas être posées. Est-ce que finalement, ça ne voudrait pas dire que peut-être que la solution est ailleurs? Est-ce qu'on n'exploite pas peut-être d'autres schémas pour sortir de cette situation? Lengani. Justement, c'est à force de vouloir multiplier les schémas qu'on se perd dans les procédures. Je pense que la loi, comme on l'a dit, elle doit être la même pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout assassin est un assassin potentiel qui doit être recherché et traduit devant la justice. Et les suspects sérieux, même les simples suspects doivent être entendus. Des gens ont été entendus. Et le juge donne des ordres pour mettre à sa disposition des citoyens. On ne peut pas le faire. Mais ça, on ne peut pas... Vous voulez qu'on fasse comment? C'est l'État qui doit s'exécuter. Et puis, on voit Nafona. Et là, le juge a réussi à convaincre pour qu'on ait exécuté une décision. Et les gens sont trucidés tranquillement. Et on empêche qu'on dise la vérité sur qui a fait quoi dans cette affaire. Je crois que c'est vraiment... Je ne sais pas ce que le MPP croit pouvoir nous apporter, mais ils ont tout inventé en l'envers. Et ça, c'est la justice. La justice, le minimum d'une société responsable, c'est quand même avoir des règles qui s'appliquent à tout le monde. D'accord. Et ce n'est pas le cas.
Et ça, on ne peut pas inventer, ce n'est pas une affaire de Ashkurun ou bien de vérité de conciliation, machin. Non, non, non. La loi est là, il faut l'appliquer tout simplement. Et je dis, il faut qu'on cesse d'indexer la justice de manière globale. Il y a des gens qui sont commis à des tâches, il y a des gens qui ont reçu des ordres. C'est ces gens-là qu'il faut rechercher. C'est trop simple de dire la justice, la justice. Non, non, non. Il y a des gens qui ont des ordres, il y a des gens qui ont du travail à faire, qui ne font pas. C'est ces gars-là qu'il faut aller rechercher. Sinon, c'est trop facile aussi de se dissocier sur Rochman Christian Kaboré. Non, c'est trop facile. Il faut aller prendre les gens, chacun sur son poste de travail. Est-ce que tu as exécuté, tu n'as pas exécuté, pourquoi? Et on te juge en fonction de ça. Moi, je voulais ajouter une petite chose. Oui. En ce qui concerne, Vous finissez sur ce sujet. Oui, en ce qui concerne la justice. Moi, je demande à la justice d'appliquer la devise de Samori Touré. Quand un homme refuse, il dit non. Et c'est clair. Si vous... C'est Couture ou Samori? Samori Touré. Quand un homme refuse, il dit non. Si la justice est empêchée de faire son travail, que la justice sorte et dise on m'empêche de faire mon travail, et c'est clair et c'est net pour tout le monde. Mais qu'elle ne sait pas d'amadouer la chèvre et le chou. Qu'elle ne soit pas informée incidemment. Non. Merci. Merci. Alors, on poursuit nos sujets. Alors, autre sujet aussi grave, c'est la situation sécuritaire qu'on vit bientôt depuis des années, mais avec des escalades, comme on le dit. Alors, ces 2 dernières semaines, en tout cas ce mois de juin a été particulièrement sanglant, comme d'ailleurs certains autres mois. Alors, on a avec en plus d'autres phénomènes, comme par exemple l'exode des populations qui ne savent pas ou rentrer, fait d'insécurité. Alors, on a noté par exemple les morts de Tongomayel, à Belédé, les 17 personnes qui ont été tuées, à Bassalo, 15 personnes, et tout dernièrement, l'assassinat du chef de Guiba, qui a été donc tué à Pisla, et également aussi un Kolo et son fils qui ont été enlevés à Kiema et Yarsi. Alors, on ne cesse de le dire, alors on se pose la question aujourd'hui, on a eu des opérations Dofu, etc. Alors finalement, quelle est la situation? Est-ce que ça voudrait dire que c'est le chaos sécuritaire? On vit ça de plus, la situation ne se résout pas. Alors, Lengani. Moi, je crois qu'il faut reconnaître que la situation est très difficile. Et il faut encourager, féliciter nos hommes qui sont sur le terrain, qui se battent. Chaque jour, chaque nuit, chaque instant, qui risquent leur vie pour faire revenir la paix dans ce pays. Il faut louer leur courage et leur engagement. Maintenant, il y a ces guerriers-là et il y a la superstructure. Qu'est-ce qu'on fait pour effectivement avoir une stratégie qui marche sur le terrain? Une stratégie qui n'expose pas les populations, une stratégie qui n'expose pas le combattant. Ça, ce n'est pas du rôle du soldat sur le terrain. C'est la haute hiérarchie de l'armée et c'est le politique. Et à ce niveau, on ne peut pas nous empêcher de dire que ça fonctionne très mal. Parce que c'est ça la réalité. Si les gens continuent à mourir, ça veut dire que forcément, il y a quelque part quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Sinon, les enfants se battent. Ils se donnent corps et âme pour ce combat. Bon. Les populations aussi essaient de leur manière de se protéger. Mais que peut-on quand on a même l'impression des fois que ceux-là même qui veulent lutter contre les touristes se retrouvent entre 2 feux. C'est-à-dire qu'ils sont confondus avec les touristes et puis ils passent tous par les mêmes méthodes d'éradication. Je dis, bon, donc, il faut qu'on ait le courage, au lieu de s'attaquer éventuellement à ceux qui peuvent aider à trouver des solutions, comme au niveau de la presse, on a la loi liberticide qui vient d'être adoptée, on transpose le problème. C'est-à-dire la lutte aujourd'hui, ce n'est plus contre les touristes sur le terrain, mais c'est contre éventuellement tous ceux qui peuvent permettre d'éclairer l'opinion publique sur la réalité du fait que si on se bat, c'est vrai, il y a aussi des problèmes très sérieux dans l'organisation et dans les moyens à mettre en œuvre. Alors, Évariste Konsebo, alors, question de stratégie. Nous, on n'est pas stratège ici, mais on se pose des questions de façon rationnelle. Alors, on fait une opération, après l'opération de sécurisation, dit-on, et puis après, il y a des attaques. Ça, on ne peut pas forcément dire qu'on pourrait éradiquer les attaques, mais on voit comprend pas maintenant que les populations quittent. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas, comme on dit, un service après-vente?
Non, ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question d'intelligence. Et personne n'a le monopole de l'intelligence. En tant que citoyens, nous-mêmes, nous sommes les premiers concernés, directement ou indirectement, parce que même si on ne le sait pas directement, on a des amis, des parents et tout qui sont touchés. Donc face à ça, à cette situation, nous ne pouvons pas nous fermer les yeux et puis les oreilles, boucher les oreilles et puis regarder. Ce qui est sûr, il y a des opérations qui ont été déclenchées. Et ce qui est sûr aussi, il y a des conséquences. Ces conséquences, c'est quoi? Les phénomènes continuent. Ça, c'est première conséquence. Deuxième conséquence, le nouveau phénomène, c'est le déplacement des populations. Ça, ce sont les conséquences. Et ça, ce sont des faits, comme on le constate. Maintenant, comment est-ce qu'on peut analyser ces conséquences et ces faits? Et puis peut-être voir, ce qui est sûr, il faut revoir la manière de faire. Maintenant, on va nous opposer les moyens. Moi, ce qui m'embête, vous savez, dans cette histoire, c'est un peu... l'école euro, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. C'est-à-dire, on aurait salué, par exemple, si dans la composition des corps ruraux, on intégrait tout le monde comme dans l'armée. Dans l'armée, ce n'est pas une base ethnique, toutes les ethnies sont dans l'armée. Parce que c'est quoi? On a l'impression que les forces sont un peu acculées, et c'est vrai qu'elles ne peuvent pas être sur le terrain à tout moment, partout et à tout moment. Et c'est ça le problème. Maintenant, c'est quoi? C'est les populations qu'il faut vraiment impliquer. Or, ça n'arrive pas, ça n'a pas marché. Maintenant, l'armée essaye de faire ce qu'elle peut. Bon, maintenant, est-ce qu'il ne faut pas retrouver... Là, apparemment, il y a des problèmes toujours, puisque c'est des effets contraires. Ça continue et les gens même... Pire, les gens abandonnent les zones. Ce qui est inquiétant. Parce que tant que les gens sont dans les zones, bon, ils peuvent encore regarder, contrôler ce qui s'y passe. Mais quand vous n'y êtes plus, ça veut dire que ces zones-là, qui vient les occuper et qu'est-ce qu'on y fait? C'est ça qui fait que, à mon avis, il faut revoir la méthode. André Génie-Boudou, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en sort? Est-ce que le problème est lié à quoi? L'armée vient, fait son travail, donc fait son combat, mène le combat, repousse les terroristes, mais après, on a l'impression qu'après, il n'y a pas une suite qui permet d'empêcher que cette situation de sécurisation obtenue ne change. Non, si vous lisez et que vous suivez les éléments qui se passent dans les attaques, on sent vraiment que le problème est complexe. Je prends le cas, par exemple, de Barsalro, où on vous dit que c'est une dame qui vendait du riz, qui était le relais des terroristes. Dans quelles conditions elle vendait le riz? C'est très important à connaître. Si c'est sous la pression, la contrainte. Non, ça veut dire que c'est elle en tant que vendeuse de riz. Vous êtes sûr? Non, c'est ce qu'on a lu dans la presse, etc. On est d'accord avec tout ça. On est d'accord avec tout ça, Évariste André Génie-Boudou. On en a parlé de tout ça. Le renseignement, etc. On en a parlé, d'accord. Mais quel est le dispositif qu'on met pour faire face? Parce que le dispositif dissuade aussi également. Quel est le dispositif qu'on met pour ne pas qu'après, les terroristes reviennent? Si vous avez dans une population où ce qui se passe, ce sont les gens qui sont à l'intérieur, qui partent attaquer d'autres personnes et qui reviennent s'asseoir avec vous, comment on fait? Or, on a vu, c'est pourquoi ce que je voulais citer le cas de Barsalro, on a cité le cas des gens qui ont attaqué la police vers Ouaïouia. Apparemment, ce sont des gens qui sont dans la population, qui partent commettre ces forfaits et qui reviennent dans la population. Si vous avez une colonne de motocyclistes qui font 30 km pour aller trucider des gens et qui le font 30 km pour repartir, Comme c'est déjà passé. Comme ça a déjà passé, on peut mettre en cause l'inefficacité de la riposte. Mais je veux dire, si les gens qui vous attaquent sont à l'intérieur de vous-même, c'est comment on doit faire. C'est là que, encore une fois, je pense que l'on ne peut plus résoudre les problèmes de 2020 avec les méthodes de 1950. Aujourd'hui, il faut que l'on mette toutes les intelligences en homme. Aujourd'hui, je pense que, par exemple, une des questions, ce serait de dire, même dans notre secteur, encore une fois, vous avez des gens qui viennent avec vous. Alors, donc, est-ce que ça voudrait dire que, les opérations de sécurisation ne sont pas efficaces? Non, je veux dire simplement que tous ceux qui sont commis à la réflexion de la sécurité et de la stratégie, là, puisque tu en parlais, il faudrait que ces gens-là sachent que la stratégie que l'on doit mettre aujourd'hui ne peut plus être la stratégie de 1950. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont à l'intérieur de vous, qui vous attaquent vous-même, et que vous partez faire comme s'ils venaient d'ailleurs. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression, et peut-être que une personne qui ont 100 jours pour nous sortir la question de la sécurité, vont mettre à profit toutes les compétences que le Burkina a pour essayer de régler le problème. Parce que si on ne règle pas le problème et que l'on laisse simplement penser que ça va être un problème de l'armée, ça ne peut pas arriver. Aujourd'hui, ce qui nous arrive ne peut plus être pensé simplement en termes d'armée. Oui, d'accord. En fait, c'est vrai que ce qui se passe au nord est assez troublant parce que
après l'opération... Au centre nord, l'opération ouais, Dofou. Ouais, voilà, le Grand Nord, je veux dire. D'accord. Après l'opération Otapuanou à l'est, qui a quand même permis de ramener une certaine quiétude dans cette zone-là, on a pensé aussi que la même opération qui a été reconduite, Dofou qui a été reconduite de nom, allait avoir aussi le même résultat. Ce n'est pas le cas. Manifestement, il faut reconduire l'opération, parce que, peut-être avec d'autres moyens, parce que, à l'évidence, le résultat n'est pas bon. Le résultat n'est pas bon, et pour aller dans le même sens que Eugène et Ilboudo, on sait, tout le monde, il suffit d'aller de quelque part où il y a des conflits comme ça, et puis on sait, on découvre ça. Il y a, pour 1000 raisons, des gens, effectivement, qui sont noyés, disons, qui ont plusieurs casquettes. Une casquette. C'est vrai que nous avons tous des identités multiples, mais il y a des gens qui ont plusieurs casquettes et qui sont blancs le jour et jaunes la nuit. Et ça, on le sait. D'ailleurs, l'information a été rendue publique même cette semaine. Ceux qui, en apparence, se présentent comme des victimes ne sont pas toujours des victimes. Et c'est dans cette situation-là, effectivement, qu'il faut imaginer autre chose que le déploiement de l'arsenal militaire, des moyens de combat et tout. Parce que si des gens en viennent à collaborer dans la commission des délits, des crimes contre leurs propres compatriotes, ce n'est pas en déployant des drones ou des avions de combat qu'on va régler le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Peut-être que les stratèges qui nous écoutent aussi vont prendre en compte ce que nous... Mais on dit que ce n'est plus militaire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, non, il y a militaire, il y a une dimension militaire. Non, évidemment, il y a une dimension militaire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dimension militaire. Il y a une dimension militaire. Depuis près de 3 ans, on dit que oui, ce sont des collaborateurs. Oui, c'est oui. Ça. Quand vous avez regardé, pendant le Ramadan, l'armée a fait des cadeaux, à des familles, aux musulmans qui étaient pendant la période du Ramadan. Je pense que tout ça, ça rentre dans une nouvelle stratégie de collaboration entre l'armée et les militants, histoire d'avoir la confiance, parce que c'est une évidence, ça a été répété plusieurs fois. S'il n'y a pas de collaboration entre l'armée et les citoyens, rien ne va aboutir. La collaboration. Il y a aussi que les populations aussi craignent parfois aussi de donner des informations, parce qu'après on vient... C'est vrai. Moi j'ai vu effectivement des cas comme ça à l'Est où des terroristes sont venus dans un maquis sortir quelqu'un et l'abattre sur place et puis repartir, parce que tout simplement ils l'ont filé, ils ont su que c'est lui qui a donné des infos, il a collaboré avec les Donc ça c'est un problème, mais je dis on ne peut pas non plus gagner cette guerre-là s'il n'y a pas une collaboration. C'est une évidence. Ça voudrait dire qu'on revient à la case départ, parce que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est des questions qui ont été posées il y a 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une question purement militaire, c'est une question de renseignement, c'est une question d'organisation sociale. Mais là, on est toujours dans la même situation. En fait, j'ai suivi un peu les deux, mais je suis un peu ahuri. Je ne suis pas d'accord, je ne partage pas ce point de vue. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un débat. On entend dire qu'il y a des gens qui collaborent, il y a des vendeuses de riz, des mécaniciens, autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans quelles conditions les gens sont amenés à collaborer. Parce que même tout maréchal que vous êtes ou général, dans une situation donnée, vous allez sauver votre vie. Et ce n'est pas évident. Maintenant, on sait très bien le contexte. Il n'y a quasiment pas de force de défense et de sécurité. Les gens sont laissés à eux-mêmes. Vous voulez qu'ils fassent quoi? L'histoire du chef est là. Le chef qui a été assassiné à Guiba, lui, il était revenu, non? Parce que c'était sécurisé. Donc, la vie des gens, les gens cherchent d'abord, le réflexe premier, c'est de sauver leur vie. Et la preuve, voilà, c'est que beaucoup viennent maintenant à Ouaga, quasiment dans les... Maintenant, moi, je serais tout à fait en phase. Si on dit que les gens collaborent, c'est qu'on a les preuves. Mais qu'on les traduise en justice et qu'on démontre à l'opinion, oui, l'opinion, qu'on édifie l'opinion avec les preuves. Et là, tout le monde sera... Mais là, on dit oui, bon, d'abord les critères, on ne sait pas, les conditions, on ne sait pas. Il y a tout un flou qui entoure ça. Et c'est vrai que je ne veux pas, je refuse que sous le couvert de la collaboration, beaucoup de choses peuvent se passer. Si c'était transparent, oui. Si on a arrêté quelqu'un parce qu'il collabore, c'est qu'on a les preuves. On peut démontrer par A plus B qu'il a collaboré. Et là, personne ne dira... Je l'ai dit ici, hein, on peut bien exécuter un terroriste. Ça se fait. Voilà. Maintenant, c'est vrai que dans notre disposition juridique, on a enlevé la peine de mort, mais
Et si on a les preuves, mais ce que nous attendons, c'est ça. On dit oui, on a pris telle personne, mais traduisez-lui, démontrez, c'est ça. Non, je crois qu'il y a quelque chose que Évariste n'aperçoit pas très bien. Dès le début des attaques, on avait l'impression que les gens venaient de l'extérieur attaquer le Burkina et replier. Après, on a eu la preuve qu'il y a des Burkinabés qui attaquent d'autres Burkinabés sur la base des faits. Aujourd'hui, Vous avez eu ces preuves? Mais le Sawargo de Rayongola. Mais il vient d'où? Est-ce qu'il est C'est un Burkinabé. Les Sawargo, apparemment, ce sont des Burkinabés. Même, vous savez, même en Syrie, il y a des Français qu'on a vus en Syrie. Hein. Mais ce n'est pas tous les Français qui partagent ces opinions. Et si le monsieur a été endoctriné, vous ne savez pas comment il est venu. C'est pourquoi j'ai dit, suivez mon raisonnement. Suivez mon raisonnement. La société ne veut rien dire. J'ai dit au début, on a dit les gens sont venus de l'extérieur, ont attaqué le Burkina et sont repartis. André, je termine. Oui, pour aller vite, André S'il vous plaît. Géniboudou, est-ce que ça voudrait dire que, parce qu'il y a soit des relais ou des complices, des collabos à l'intérieur, qu'on doit donc s'arrêter, donc on est défait, on ne peut plus rien faire? Est-ce que notre stratégie ne doit pas aller au-delà, ne doit pas prendre ça en compte? Mais je vous ai dit Parce qu'il y a longtemps qu'on le dit également. Non, je vous ai dit qu'on ne peut plus conduire cette guerre-là avec la stratégie de 1950. Aujourd'hui, je pense que ceux qui sont capables d'imaginer quelque chose, parce que autant les terroristes sont intelligents, autant ceux qui ne sont pas terroristes sont intelligents. C'est l'histoire du fraudeur et du douanier. Autant le fraudeur développe son esprit pour frauder, autant le douanier aussi développe son esprit pour arrêter le fraudeur. Je crois qu'on est dans ce cas-là. Je vais dire aujourd'hui, et on a commis 101 personnes pour réfléchir à la stratégie. Plaise à Dieu qu'il trouve la solution. Avec des perdièmes, vous allez sortir quoi dans ça? Moi, je ne rentre pas dans la bagarre de ça. Ce que je veux dire, c'est que les Burkinabés, nous autres là, nous avons intérêt à trouver les stratégies en nous mettant ensemble pour arrêter cette affaire. S'il y a des Burkinabés qui attaquent, comme il a dit, d'autres Burkinabés, pourquoi des Burkinabés acceptent de prendre des armes contre d'autres Burkinabés? La question doit être posée, mais on ne doit pas la nier. Les 101 personnes, c'est la politique de sécurité qui est en train d'être écrite, c'est cela? Oui. Pour les 101 personnes commises. Alors là aussi, on se pose la question, 101 personnes pour écrire une politique de sécurité, alors qu'on a aussi des stratèges qui sont formés dans des écoles de guerre, etc. Est-ce que, Moi, j'ai lu. est-ce que là, on est encore sur la bonne piste? J'ai lu les termes de référence de leur travail. S'ils ont les mains libres pour faire le travail, quelque chose de bien va en sortir. Mais il y a des éléments courageux qu'il faut sortir, que les citoyens lambda dit. Je dis toute la guerre entre la police et la gendarmerie. Il faut y mettre fin. Il y a des choses très simples comme ça. Regardez dans le nord, le Burkina a 2 régions militaires. Il y a 2 régions où les avions peuvent décoller, c'est Ouagadougou et Bobo. Regardez le Grand Nord. Il n'y a pas de région militaire. Il n'y a pas de base où des gens peuvent décoller. Je me dis aujourd'hui... C'est ça, on a besoin de 100 personnes pour Non, le dire. je vais Alors, dire... merci. Non, ce que je vais André, dire, c'est qu'au Burkina, tout ce que l'on avait fait avant est bien. Mais la donne a changé. Merci. On ne peut pas continuer avec Merci ça. André Géniboudou. Alors, Lengani, juste un mot, 30 secondes, et puis on moi, passe. je crois que c'est quand même difficile. C'est quand même difficile. On en a d'abord des civils qui sont tués, qui meurent tous les jours. Mais il y a aussi ceux-là que nous envoyons pour nous défendre et qui sont aussi victimes de ces actions-là. Et d'où la nécessité, de mon point de vue, de revenir sur les fondamentaux. Les fondamentaux, à mon avis, c'est quoi? C'est que l'armée soit effectivement intégrée au peuple, soit effectivement intégrée aux populations. Il ne faut pas prendre des méthodes qui sont utilisées ailleurs pour venir les implanter ici. Par exemple, les distributions de sucre aux musulmans. Ça veut strictement rien dire. C'est même contre-productif, c'est même injurieux à la limite. C'est comme un peu comme les boys américains qui distribuent du pâté ou autre aux Irakiens pour les appâter, pour dire, nous sommes avec vous. Ça ne veut rien dire. Et je crois que aussi, il faut être conscient qu'effectivement, ceux qui commettent les actes dorment avec nous. Ça, c'est une évidence. Et donc, sortir l'idée idiote selon laquelle c'est l'ancien régime, c'est Blaise Compaoré, etc. Il faut d'abord reconnaître que ça, c'est une bêtise énorme. Et revenir donc sur les réalités qui sont que les gens dorment avec nous, ils travaillent avec nous. Maintenant, pourquoi et comment? Et là, je suis d'accord avec Évariste quand il dit qu'il faudrait les conditions dans lesquelles les gens collaborent avec les terroristes. Parce qu'eux-mêmes, des fois, ils sont victimes. Ils sont les premières victimes de ces terroristes-là. Soit par embrigadement, soit par pression quotidienne, pour les obliger à donner l'information sur ce qui se passe au niveau de la population. Et ces gars-là, au lieu que de
de les abattre ou de les torturer, je pense que c'est des gens avec lesquels il faut travailler. Il faut les mettre en confiance pour les faire venir vers soi. Et comme on l'a dit tantôt, ceux qui donnent les informations sont automatiquement pris en charge par les terroristes. Ça veut dire que quelque part aussi, même au niveau de nos forces de sécurité, il faut ouvrir l'œil. Tout n'est pas aussi blanc que ça. Et là, je dis avec Voukman, quand il dit qu'au Grand Est, la paix est revenue, mais non, mais après l'opération, là, il a fallu qu'on compte ici 5 Merci, enseignants. merci. On va évoluer. Je voulais juste préciser que malheureusement, on ne pourra pas aujourd'hui faire un débat interactif. Donc, les appels sont suspendus. On a été donc interpellé par le Conseil supérieur de la communication. Donc, il y a une procédure donc, de conformité avec certaines règles. On espère que les semaines à venir, on pourra donc reprendre tranquillement notre interaction avec le public. Nous, notre intention était de donner la parole à tout le monde, mais étant donné que les règles, si ce sont les règles, on a dû donc être interpellé. Nous allons suspendre donc les appels en attendant de se conformer, tout en espérant que c'est une nouvelle ère que le CSI inaugure pour, en tout cas, la règle pour tous, qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures désormais. Merci. On continue pour terminer avec le sujet au plan national. C'est la grève des administrateurs civils. Vous avez suivi une grève qui se durcit. C'est quand même un peu étonnant quand on voit que l'administration est également paralysée. Les secrétaires, il n'y a plus de courrier, il n'y a plus de participation aux activités. Et à partir du 1er juillet, il y a un boycott total de toutes les activités administratives. Oui. Le problème, il est né où? Bon. C'est toujours les mêmes problèmes. C'est le printemps des revendications. Donc voilà, les corps organisés expriment leurs revendications, font la pression pour obtenir gain de cause. Et moi, ce qui m'a frappé dans cette manifestation-là, c'est de voir des préfets, dans leur tenue, manifester devant la primature. Bon, je ne savais pas que les préfets pouvaient manifester comme ça, publiquement, dans leur tenue officielle et tout. Je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu une sitting. On a vu les médecins avec leur blouse. Non, mais bon, les médecins, c'est pas pareil que... C'est des agents publics. Non, mais les préfets représentent l'État quand même. Le préfet représente l'État. C'est-à-dire, c'est pas un agent administratif. Il représente l'État dans le département où il est. Et il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il y a eu un sitting. Et je me rappelle que des sanctions avaient été prises. Il y a eu des mutations massives qui avaient été opérées. Donc, je crois que c'était illégal ou interdit par la loi. Mais là, j'ai découvert effectivement qu'ils étaient parmi les manifestants. Bon. On a suivi les revendications qu'ils ont formulées, mais un truc qui m'a paru curieux quand même, qu'ils menacent de faire, c'est de suspendre la distribution d'intrants agricoles. Moi, je ne savais pas que les préfets n'avaient pas autre chose à faire que de distribuer. Oui, mais bien sûr. Il y a des actes qui posent, des actes administratifs qui posent. C'est le ministère de l'Agriculture qui s'occupe de ça. On n'imagine pas les préfets dans les conseils en train de distribuer. J'ai découvert ça. C'est des actes qui posent. Assez curieux. Mais c'est comme les autres corps qui ont manifesté. C'est une série de revendications, parfois qui ne sont pas forcément liées, qui n'ont pas forcément une incidence financière. Donc, c'est pour ça que le dialogue social, là, on en parle tout le temps, mais j'ai l'impression qu'on fonctionne toujours à l'envers. Il faut attendre que ça se durcisse pour qu'on s'asseye sur la même table et qu'on trouve des solutions, alors que les mêmes solutions qu'on va trouver là, on aurait pu les trouver avant. Bon, c'est l'apprentissage du dialogue social, mais je trouve que c'est assez long. Et eux, comme les médecins, qui ont posé des revendications assez claires sur la fonction hospitalière, sur la base d'une loi qui a été votée en 2017, dont certaines mesures ne sont pas encore prises ou mises en œuvre. Bon, je sais pas, il faut quand même que les gens s'asseyent et que le gouvernement, au-delà des promesses, vraiment s'engage. Il y a un mémorandum qui a été publié, s'engage effectivement à régler, du syndicat, pas tout régler, mais à régler un certain nombre de choses. Le syndicat national des administrateurs civils, secrétaires et agents administratifs. Voilà, il y a un mémorandum qu'ils ont publié. Et là, on vient de voir aussi une liste jusqu'à 18 types d'activités qui sont totalement boycottées à partir du 1er juillet. Et ils ramènent leur taux de travail de 5 à 1%. C'est quand même, je veux dire, pratiquement rien, quoi. Voilà, il y aura une administration complètement... Nous autres qui n'avons jamais eu la chance de travailler pour la fonction publique, quand nous voyons ça, ça nous fait sourire.
vous savez, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est quand je me lève le matin et que je n'ai pas entendu qu'il y a un mouvement de grève. Parce que Donc l'exception est de la règle. Oui. Or, en principe, la grève est l'exception. Mais je me dis, moi, ça me fait sourire, parce qu'il y a une étude qui vient de paraître cette semaine, où on a dénombré 170 000 fonctionnaires, 170 240 fonctionnaires pour tout le Burkina, sur de 20 millions de Burkinabés, 170 000 personnes, qui pompent 95% du budget et tous les jours vous êtes en grève. Qu'est-ce qui reste pour nous autres qui ne sommes pas de la fonction publique? Et j'ai dit, moi je prie le bon Dieu que le président Roch lui-même se mette en grève. Et comme ça, le pays là va s'arrêter et on va vendre notre pays. Et au plus offrant, celui qui achète, il va mettre les Burkina au pas. Est-ce que c'est aussi, parce que, aussi simple que de le dire? Non, parce ce que que je veux dire, les fonctionnaires, quel que soit le nombre qu'ils sont, ils travaillent pour les 20 millions. Le peu de nombre qu'ils sont, c'est leur travail qui nourrit les 20 millions. Non. Est-ce qu'il faut ramener ça à une comparaison numérique? Mais la contribution au PIB, on sait bien que le gros lot, c'est le secteur agricole qui n'est pas forcément dans la fonction publique. C'est-à-dire le secteur de l'élevage, de l'agriculture et même l'informel qui ne sont pas dans la fonction publique. Est-ce que ce n'est pas une sorte d'anathème que vous jetez sur les agents publics? C'est la réalité. Ce que je veux dire, c'est pas les faits. Le drame, c'est que nous travaillons avec les faits et les faits sont les faits. Moi, je n'ai pas. Quand je regarde les faits, après, je fais une analyse selon ma propre sensibilité. Mais les faits sont les faits. Ce que je veux dire, est-ce que le moment va venir où tous les Burkinabés vont dire attendez, notre pays-là, s'il se casse, nous n'avons pas un autre pays où aller. Je dis ça et pour moi et pour les autres. Mais aujourd'hui, je dis, ce que je constate, c'est que ce qui était l'exception devient la règle. Et quand vous voyez un préfet, comme il l'a dit, dans une tenue de préfet, qui part faire une grève et qui part manifester, je pense que c'est qu'au Burkina seulement que cela existe. Parce que le préfet, c'est lui qui symbolise effectivement l'État. Quand nous étions quand petits, il est syndiqué, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est syndiqué puisqu'il est mais quand vous êtes syndiqué, il y a un minimum de tenue. Mais je ne vais pas me faire labourer par les préfets. Hein. Oui, c'est ça. Parce que... Mais je vais dire simplement, dans un pays, il y a un minimum qu'il faut savoir sauvegarder. Et si nous voulons restaurer l'autorité de l'État, il faut que ceux qui symbolisent l'État même aient une autorité. D'accord. Alors, je suis d'accord avec tout ça, mais aussi, est-ce qu'on parle aussi du contenu? Parce que qui fait quoi, qui n'a pas fait quoi? Chacun a son rôle à jouer. Est-ce que l'État également, face à ses administrateurs, face à ses agents publics, est-ce que l'État aussi joue à fond sa responsabilité? Parce que ce qui se fait n'est pas aussi du hasard, il part des éléments concrets. Moi, je pense qu'effectivement, la véritable question est là. Je pense que c'est trop facile d'indexer les fonctionnaires qui ne sont que 5% qui caporalisent. Même pas 5%. Oh, bon, je dis c'est tellement facile de le dire que je doute que ce soit la solution. Et pourquoi? Contrairement, parce que si quand même un corps comme le préfet va en grève, ça veut dire quand même qu'on a atteint un certain niveau. Exact. Je crois que c'est des gens responsables qui savent ce qu'ils veulent, qui connaissent leur rôle dans la société. Et s'ils vont jusqu'à défier, entre griffes, l'autorité jusqu'à ce point, ça veut dire qu'on arrive jusqu'à un certain niveau quand même qui leur permet d'oser poser de tels actes. Donc, ce n'est pas eux qui sont en cause, mais c'est ceux qui les ont amenés à être obligés à faire ça. Et donc, au lieu qu'on se dise que les travailleurs doivent se demander est-ce que ce n'est pas temps d'adopter une trêve sociale pour sauver le pays? Non. Je pense qu'il est temps plutôt pour le gouvernement de dire nous avons failli, nous sommes incapables, nous rendons le tablier pour que d'autres Burkinabés viennent faire le travail. Je pense que c'est l'inverse qu'il faut. Ce n'est pas les Burkinabés qu'il faut condamner, mais c'est ceux qui dirigent les Burkinabés, ceux qui sont incapables de faire le travail. Sinon, bon, c'est tout à fait simple. Hein. Pourquoi est-ce que des problèmes qui sont posés depuis un certain nombre d'années, on n'engage aucune... On ne voit pas de solution, effectivement, parce que les gens ne sont pas des irresponsables, hein, contrairement à ce qu'on pense. Quand les gens vont en grève, ce n'est pas parce que ça les plaît, non, pas du tout. C'est parce qu'ils y sont contraints.
Ils sont contents. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a des gens Parce qui qu'on vont a faire vu le par exemple travail. on a vu par exemple des C'est médecins ça. avec leur blouse. Oui, qui c'est symbolisent sorti quand même. tout leur serment. Oui, Ils sont quand même allés se dans- taper le soleil, la poussière, au lieu de dans le bureau et le faire. C'est vrai qu'il y a un Et problème. puis de soigner des gens. Voilà, et de soigner, de sauver des gens. Ce n'est pas eux le problème, mais c'est ceux qui dirigent le problème. Évariste Non, Conseil. soyez un peu sérieux quand même. Parce que quand on s'attend, ce mouvement allait se durcir. Hein. Souvenez-vous qu'ils n'ont même pas été reçus par l'autorité pour transmettre leur mémorandum. Est-ce que ça c'est respectueux? Est-ce que ça c'est... Je ne sais pas. Ça c'est quand même un minimum. Ils n'ont pas été reçus. C'est un. De deux. Non, attendez, vous parlez de printemps de grève. Moi, il y a le printemps des partages. Maintenant, le problème, oui, c'est ça. C'est le printemps des partages qui a déclenché le printemps des grèves. Et quand la règle de partage n'est pas éthique, n'est pas juste, vous voulez qu'ils fassent quoi? C'est des gens aussi qui ont fait des études. Et ils participent à la gouvernance de l'État. Ils savent très bien ce qui se passe. Donc, oui, les parts sont un peu partagées de part et d'autre. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je ne sais pas. Bon, ce qui est vraiment déplorable, c'est qu'à chaque fois, on se retrouve dans une situation où chacun prend en otage. C'est ça qu'il faut déplorer. Mais ça, c'est du fait de la gouvernance. Ça, moi, je pense que ça, il ne faut pas se leurrer. On a des responsables qui nous dirigent et qui doivent donc s'assumer. Alors, je peux c'est ce dire, que par nous exemple, demandons. par rapport à ce qu'on dit sur le durcissement, et, par exemple, là, ils disent que la participation aux activités de validation des budgets communaux, par exemple, ils sont boycottés. Mais, par exemple, la réception, le traitement de la validation de tout courrier, à l'exception, bien entendu, de ceux portant sur les urgences sécuritaires et les messages erratés. Donc, ils ne sont pas aussi inconscients que ça. Pour les questions sécuritaires, les courriers liés à ça, l'urgence, etc., ils sont toujours disposés à les traiter. Non, personne Donc, il n'y a pas de conscience. Je crois qu'il ne on va pas se donner le bâton, les gens vont nous frapper nous-mêmes. Hein. Personne n'a dit qu'ils sont inconscients. Et ce qu'ils ont fait n'est pas juste. Hein. Moi, je me dis seulement en tant que citoyen lambda, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui se posent dans notre pays. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les Burkinabés aujourd'hui sont prêts à s'asseoir pour dire le pays là, nous appartient et que nous devons trouver les solutions ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants sont prêts à accepter que les citoyens leur disent vous avez fait fausse route et on peut reprendre un autre chemin? Est-ce que les citoyens sont prêts aujourd'hui à ce que les dirigeants leur disent nous on s'est trompés, mais il faut qu'on reprenne un autre chemin et que les Burkinabés vont suivre? Moi, je ne suis pas sûr. Par exemple, lui, il a parlé du printemps des partages. On sait d'où est venu le problème. C'est le problème avec les magistrats. Mais ça, ce n'est pas le fait des syndicats. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la question que je me pose, c'est est-ce que si le gouvernement sortait pour dire écoutez, je frappe ma poitrine, je me suis trompé avec le problème des magistrats, Il faut des incidences. il faut qu'on revienne en arrière, c'est nous-mêmes qui allons nous asseoir pour dire que ce n'est pas possible, que c'est les frais acquis. Rien n'est etc., impossible quand il s'agit de sauver le Alors, pays. D'accord. oui, bien sûr. Que Dieu nous entende. Alors, oui, Dans Bokuma. leurs revendications, je prends quelques Est-ce qu'il y a un exemples, problème c'est un dialogue de sourds? Est-ce que c'est un problème de manque de volonté? Est-ce que c'est un problème de négociation peut-être le problème du de gouvernement? négociation. Attends, je peux terminer. Vous savez, tu as dit quelque chose qui est très important. C'est par exemple le Haut Conseil pour le dialogue social. Le HCDS. Non. Le Haut Conseil pour le dialogue social. social, HCDS. Ça m'étonne que des choses comme ça arrivent et qu'ils ne sortent pas nous dire écoutez, ça arrive parce que nous-mêmes, on s'est mis dans la danse, on a essayé de régler le problème, mais on n'a pas pu. Voici là où on en est. Parce que je crois que quand des choses comme ça c'est aussi l'anticipation et la prospective. Ils ont entendu parler. Est-ce qu'ils ont parlé avec les gens? Est-ce qu'ils leur ont dit, voilà ce que nous pensons qu'on peut faire? Est-ce qu'ils ont dit au gouvernement? Alors là, il faut aussi voir comment le Haut Conseil, le dialogue social se met en branle. Est-ce qu'il y a autosaisine des situations ou est-ce qu'il est donc mis en marche par le gouvernement ou par l'État, etc. Parmi les points qu'ils ont énumérés, il y a peut-être certaines que je disais tout à l'heure, là, on peut régler sans incidence financière. Quand ils demandent une loi portant institution du corps préfectoral. Bon, c'est surprenant que cette loi n'existe pas. Ils demandent que les SG de collectivités soient bien... Effectivement, ils ont raison, parce qu'il y a des communes où le maire change de SG comme il veut. Bon, il faut quand même qu'il y ait une règle. Et puis, dans les ambassades, le trésorier, c'est du trésor. Les agents du ministère de la Culture ont bataillé pour obtenir les postes de la culture, que ça revienne à un gardien. Donc, eux aussi réclament que l'acte d'état civil dans les ambassades soit assuré par... Ça, je pense que ce sont des... On peut connaissance dans certaines ambassades. Pardon?
Pardon. Ce sont des revendications qui me semblent tout à fait... c'est pas qu'on peut régler sans qu'il y ait une incidence financière. Merci beaucoup. On va terminer rapidement avec la Mauritanie, très rapidement avec la Mauritanie. On a pris l'habitude de 90 minutes. On est déjà pris par le temps. Alors en Mauritanie, le 22 juin dernier, il y a eu la présidentielle. On peut noter déjà qu'il y a eu une transition parce que Mohamed Ould Ghazouani a donc été élu avec 52%. Il remplace donc Mohamed Ould Abdelaziz, donc, qui est parti, qui fut le président les 10 dernières années. Des pays ont déjà félicité, la France, l'Algérie, le Maroc, le Mali, etc. Mais il se trouve que l'opposition, qui totalise 45%, donc 45% rejette les résultats, malgré donc la confirmation par le Conseil constitutionnel. Alors, la Mauritanie, c'est toujours le jeu des mauvais perdants ou Lengani? Non, pas le jeu des mauvais perdants. On sait comment se passent les élections en Afrique généralement, la fraude massive qui est là. Et je crois que... Mais ce dernier était aussi candidat, ce n'est pas le parti, c'est pas le président en exercice. Oui, c'était un candidat. C'était son candidat. Voilà. Oui, c'était son candidat. Oui, mais... Il a fait le travail pour le gars. Un peu comme au Congo, à RDC. Exactement. Bon, je dis que quand dans des situations, on est à 52-40%, je pense qu'il faut plutôt vraiment laisser parler la démocratie. C'est-à-dire favoriser un deuxième tour. Parce que manifestement, ici, là, on a rongé pour permettre de ne pas faire un deuxième tour. Et ça, c'est pas bon. Et ça, mais les chiffres disent autre chose. 45%, ça ne vaut pas le deuxième tour. Oui, non, mais 52%, ça veut dire quoi? Connaissant la Mauritanie, qui est un pays qui a toujours été dirigé par une junte et tout, 45% qu'une opposition arrive à atteindre ce score, moi je dis, waouh, il faut les féliciter. Ils tiennent le bon bout, qui continuent. Et si bataille dure, peut-être que dans les prochaines séances, ils vont peut-être y aller. Il y a quand même une bonne note, quand même. Et le président Abdelaziz, qui est quand même parti, il a fait 10 ans, il a accepté des partis. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il aurait pu... D'ailleurs, l'opposition avait bâti sa campagne sur tout sauf Abdelaziz, le président sortant. Il a déjoué leurs pronostics en ne se présentant pas, ce qui est à saluer. Mais quand on regarde effectivement, comme tu l'as dit dès le début, les pays qui ont félicité le nouveau président, le président élu, on se rend compte que leur préoccupation, ce n'est pas la démocratie en Mauritanie. C'est des questions sécuritaires. C'est des questions sécuritaires, de stabilité. Si vous vous rappelez bien, François Compaoré avait donné une interview à, je sais pas, Jeune Afrique ou je ne sais pas, où il disait que des diplomates étaient venus le voir pour lui dire qu'ils étaient inquiets. Si Blaise Compaoré devait partir, quelle pourrait être la situation sécuritaire. Leur préoccupation, ce n'était pas la démocratie au Burkina, c'était la question de sécurité. On est dans la même configuration, dans la même analyse en ce qui concerne la Mauritanie. C'est des questions de stabilité, de sécurité qui intéressent le Maroc, l'Algérie et la France. Les Mauritaniens peuvent atteindre la démocratie, ce n'est pas une urgence pour ces pays-là. Et bon, malheureusement, il y a la donne géopolitique. Alors donc, ça veut dire ici que la sécurité déroge à la démocratie. Absolument. C'est pire comme ça. André Gilles, c'est grave. Dit comme ça, c'est grave. Oui, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que... Non, le premier point, c'est qu'actuellement, si les opposants estiment que leurs 45%, on a volé des voix, je crois qu'il y a un processus qui est en branle et ils vont déposer des recours. Plaise à Dieu qu'ils gagnent le recours et qu'on recommence. Il n'y a plus de recours. Ça a été fait, mais ça m'étonnerait. Non, oui, mais on sait comment ça va se passer. Mais ce que je voulais dire... Non, ce que je veux dire, vous savez, le drame de la démocratie... Mais il a été félicité par la France. Non, le drame de la démocratie, c'est que 0,50% des voix vous font gagner. Le gars aurait gagné avec 50,05%, c'est lui le vainqueur. Parce que quand vous êtes 13 dans une assemblée et que 7 votent contre 6, ce sont les 7 qui ont gagné, même si c'est Mais est-ce que quelque part aussi, l'opposition mauritanienne ne rue pas justement dans les brancards pour juste sauver la face d'avoir perdu une élection? Parce que si le candidat du parti au pouvoir, dans le contexte qu'on connaît, quand même 52%, c'est pas une montagne à déplacer quand même. C'est ça, je dis, il faut quand même faire attention. Quand le candidat du pouvoir gagne une majorité très courte, malgré la fraude, les achats de conscience, les menaces et autres là, ça veut dire que ces gens doivent savoir qu'ils n'ont pas la population avec eux. Ça, c'est évident. Et donc, travailler à unir plutôt qu'à vouloir forcer, puis bon, forcer le destin. Merci. Je peux juste ajouter un peu. Oui, d'accord. Voilà. J'ai assisté encore cette semaine, malheureusement, comme beaucoup d'autres, à un accident qui aurait pu être évité. Je voulais juste dire aux usagers de la route, il y a le bon sens que vous devez utiliser. Mais quand vous arrivez à un croisement,
qu'il n'y a pas de feu, qu'il n'y a pas de policier, la règle, c'est celui qui vient à droite. C'est lui qui doit passer avant. Et quand vous arrivez à un croisement, ralentissez. Ce n'est pas la peine de se précipiter pour arriver à la maison, pour s'ennuyer. Ralentissez, ralentissez, vous allez éviter un accident. Merci beaucoup. Peut-être aussi qu'il faut déployer les forces de sécurité. La mairie, on observe aussi quand il y a des feux qui se coupent, ce sont des enfants avec des branches qui sont là, on ne voit pas les agents de la mairie. Ça aussi, c'est un autre problème. Écoutez, comme vous avez accordé l'autorisation... Vous avez 30 secondes. Hein, oui, 30 secondes. Moi, je voulais parler de l'affaire de l'éducation nationale. On va revenir dessus. Alors, quand parce que les examens là... Quand vous aurez fini de délibérer, on va venir. Ah non, les examens là, c'est pas bon. Pour cette année, on va en parler, André Jean Iboudou. La prochaine fois, quand vous aurez fini de délibérer tous les concours, tous les résultats, on va en parler. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle que j'étais avec Fossin Évariste Concebo, le chroniqueur média, président du CEDEV, qui est le SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et premier porte-parole du FORAC, le Forum alternatif des citoyens. André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci André Eugène Ilboudo. Juste à droite, Vokouma Joassin, j'y arrive, directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokouma d'être là. Et puis Lengani Isaka, journaliste, directeur de l'Opinion, qui est un journal qui paraît maintenant en ligne. Merci à vous d'être venu. On est vraiment obligé de vous le dire, on a été donc interpellé par le Conseil supérieur de la communication par rapport aux appels, parce que vous savez, il y a des règles qui encadrent tout ça. Donc nous avons bien voulu prendre la procédure pour mettre la forme et vous permettre désormais, comme notre intention est de vous donner la parole et de libérer la parole pour qu'il y ait plus d'expression, plus de démocratie, plus de pluralisme, pour que les prochaines fois on puisse le faire. En tout cas, tout en disant également que la règle doit être valable pour tous et qu'il n'y ait pas du deux poids, deux mesures. Merci à vous. Nous avons suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine si Dieu le veut pour un autre numéro.